Bonjour à tous. Aujourd'hui, partout, le fascisme redresse sa tête hideuse, comme en 1939. Il veut briser tout idéal révolutionnaire, porteur de paix, de justice sociale, de fraternité, de souveraineté. La droite extrême, parce qu'il n'y a pas de droite modérée, veut débaptiser à la mode ukrainienne, ou polonaise, ou tchèque, ou balte, les rues, les places qui portent le nom de héros, de résistants, de révolutionnaires, de batailles glorieuses, comme Stalingrad, où l'armée nazie a été écrasée. Ainsi, à Saint-Raphaël, les édiles hostiles vouloir inaugurer une stèle ignoble aux 100 millions de morts des victimes du communisme. Me que l'honte! Quel mensonge encore et toujours répété! Vous connaissez tous, je pense, la phrase attribuée au ministre hitlérien de la Propagandastafel, Joseph Goebbels. Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, mais un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Son travail, d'ailleurs, à ce gars-là, était tellement efficace que ces gens-là reprennent aujourd'hui les mensonges du Troisième Reich sans la moindre gêne. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les mensonges de l'historien maoïste repenti et devenu anticommuniste acharné, Stéphane Courtois, qui a inventé de toutes pièces ce chiffre hallucinant, sont devenus une telle vérité que la bête immonde veut les graver dans la pierre. Juste une parenthèse, justement, la présentation de ce torchon-là anticommuniste annonçait tapageusement 100 millions de morts, comme le fait encore aujourd'hui d'ailleurs la mairie de droite de Saint-Raphaël. Mais le décompte des auteurs, déjà fort exagéré, parvenait à 85 millions, dont les 3 quarts en Chine. Courtois, lui, voulait un titre choc, donc il lui fallait un chiffre rond, donc il a fait 100 millions de morts. Il n'est pas à 15 millions de morts près, il manie les cadavres à la louche. Et le sieur Masquelier, maire de Saint-Raphaël, reprend ce chiffre sans sourciller, aidé en cela par une historienne, spécialiste de quoi je vous le donne en mille, de l'érotisme de Rome dans l'Antiquité, Virginie Giraud. Écoutez, on voit là tout le peu de sérieux de cette démarche politique qui n'a absolument rien de scientifique. Je n'ai pas le temps, dans le très succinct discours, d'en dire davantage. Sachez seulement que les historiens savent parfaitement que ces chiffres sont totalement faux, à commencer par le comparse de Courtois, Nicolas Werth. Si on faisait le même compte aujourd'hui pour le capitalisme et l'anticommunisme, mais on en serait à plusieurs centaines de millions de victimes, rien que pour le XXe siècle, parce que là je ne compte pas l'esclavage, le colonialisme des siècles précédents. C'est donc à Saint-Raphaël, ville où les communistes, pour la plupart d'origine étrangère, furent les premiers, et je le répète, les seuls à résister au fascisme, que ces sinistres individus veulent poser leur stèle. Mais quel cynisme, quel manque de respect! Et ils ont choisi la date du 23 août, c'est-à-dire la date du pacte germano-soviétique, faisant ainsi comme d'habitude des soviétiques les alliés des nazis. Mais c'est ignorer ignominieusement les 30 millions de morts soviétiques par les troupes hitlériennes. Mais si on laisse le champ libre à cette droite actuelle, tout aussi violente, raciste et antidémocratique qu'elle l'était durant les sombres années, mais elle va bientôt dire que ce sont les communistes qui ont déporté les juifs et les nazis, gentils, qui ont tenté de les sauver. Ils vont bien nous trouver un Bandera français. Bandera, c'était le pogromiste ukrainien, pour l'honorer en France. Et pourquoi pas une stèle à Laval ou à Pétain, en Cogné. En 2023, les camarades du PRCF avaient eu l'honneur de déposer une gerbe rouge dans la pierre de mémoire dédiée à la résistance locale. En effet, il avait été impossible à cette mairie de droite de passer sous silence la résistance communiste, car elle fut, et je le répète encore une fois, la seule de 1940 à 1943, date à laquelle les communistes de Saint-Raphaël furent arrêtés par l'OVRA, la Gestapo italienne, à commencer par les Landini, mon grand-père et mon oncle. Je rappelle à tout hasard que la zone sud n'a été occupée par les troupes, enfin en tout cas cette partie-là, par les troupes italiennes qu'à partir de 1942. Je voudrais rappeler aussi encore une fois que dès le début de décembre 1940, et non 41 comme ils ont osé l'indiquer sur la stèle, la pierre de mémoire, mon oncle Roger Landini, dont une toute petite rue porte le nom derrière la gare de Saint-Raphaël, a fait dérailler, avec l'aide d'un camarade communiste, un train et 8 wagons, très exactement, de marchandises qui étaient dans la gare de triage de Fréjus et qui étaient destinés à l'Allemagne nazie, alors que la population était privée de denrées et commençait déjà à souffrir de la faim. Mais non, les communistes n'ont pas attendu 1941 et l'attaque de l'URSS par les hordes hitlériennes pour résister. Ici, à Saint-Raphaël, dans le Nord, Pas-de-Calais, en Bretagne, dès 1940, les communistes avaient commencé des actions de résistance
face à l'envahisseur nazi. Les lignes téléphoniques coupées, des sabotages, des tracts, des affichettes, des fauciers, des marteaux peints sur les murs. En 1940, ceux de Saint-Raphaël ont fait dérailler un train du côté d'Aguet. Mon père, qui avait à peine, Léon Landini, 16 ans il avait, il en faisait partie. Puis ils ont organisé une grande manifestation devant le monument aux morts le 11 novembre 1942, qui a réuni 500 personnes. Quel bel acte de résistance, alors que les troupes mussoliniennes étaient casernées, non loin de là, à Fréjus. En mars 1943, ils ont fait exploser la mine de bauxite de Brignoles, dont la production d'aluminium était destinée aux Allemands. Puis l'entrepôt italien, à Fréjus-Plage. Malheureusement, l'étau a fini par se resserrer autour de ces communistes et la sinistre Ovra en a arrêté plusieurs. En mai 1943, mon grand-père et mon oncle furent arrêtés et épouvantablement torturés, ce qui va à l'encontre d'ailleurs des idées reçues, selon lesquelles l'occupation italienne fut débonnaire, contrairement aux Allemands. Bon. Ces femmes et ces hommes résistants furent l'honneur de la France, contrairement à la droite collaboratrice, où rares furent les vrais résistants, et encore plus rares dès le début de la guerre. Ah, en revanche, on les compte par milliers en 1945. Ces jeunes communistes, qui avaient pour la plupart moins de 20 ans, et bien souvent d'origine étrangère, n'ont pas hésité à sacrifier leur jeune vie car ils avaient l'espoir que le monde qui naîtrait de leur combat soit un monde de paix, de justice, de fraternité et de souveraineté pour ce grand pays des droits de l'homme qu'était la France. Aujourd'hui, la criminalisation du communisme historique est le terreau idéologique pour banaliser le nazisme et surtout favoriser le Drang nach Osten occidental, c'est-à-dire la poussée vers l'Est, contre le pays de la victoire de Stalingrad qui a écrasé la bête nazie. Il faut lutter pied à pied contre ces gens-là comme l'ont fait nos ancêtres. Il ne faut rien laisser passer. Il faut être sur tous les fronts, tant culturels que politiques. Les 100 millions de morts du capitalisme et de l'anticommunisme, c'est maintenant. La réduction des dépenses publiques, comme ils disent, pour mieux gaver les marchés financiers, réduit l'espérance de vie des classes travailleuses qui n'ont plus les moyens de se soigner, d'éduquer correctement leurs enfants, de manger à leur faim. Ces mêmes marchés financiers, représentés par la sinistre et fascisante Union européenne, font criminaliser et interdire les partis communistes dès qu'ils le peuvent. Ukraine, Pologne, République tchèque, État balte. Ils alimentent partout le génocide gazaoui dans l'espoir de pouvoir installer là une nouvelle Riviera. Ils condamnent dans le monde, comme ils l'ont toujours fait, des millions de personnes à mort par la famine. Alors, luttons non seulement contre la criminalisation du communisme, mais pour la criminalisation du capitalisme mortifère qui à chaque instant risque de nous entraîner dans une guerre nucléaire exterminatrice de l'humanité. Vive le communisme, jeunesse du monde!